on a des choses à vous dire dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, j'accueille avec un grand plaisir Sarah Stiebling. Sarah Stiebling qui est auteure du livre de l'assassinat au pardon, paru auprès des éditions Librinova, fin septembre 2021, c'est-à-dire l'an dernier. Bonjour Sarah. Bonjour Laurent. Et merci d'être là, même si vous aurez préféré, je pense, ne pas y être. Oui, finalement. c'est sûr. On va revenir en arrière. Les faits remontent il y a un peu plus de 15 ans. Nous sommes le 23 décembre 2006. J'entre directement dans le vif du sujet, comme vous le faites d'ailleurs dans votre livre de l'assassinat au pardon. Elisabeth Stiebling, qui est votre maman, se rend chez un patient dans le cadre de son travail. Elle est infirmière libérale. Elle doit lui administrer une injection de cortisone. Et là, tout bascule. Ce patient, Christian Lopez, pour le nommer, superposant, c'est ce que l'on dit dans des rapports, sa femme, dont il est séparé à votre mère, commet l'irréparable, il l'assassine. Oui. Alors, c'est pour vous et votre famille, en tout cas, le début d'un cauchemar, début d'un périple émotionnel, un ouragan de chagrin, vous dites, que vous écrivez, vous racontez, sans demi-mesure dans ce livre de l'assassinat au pardon. Et quand je lis tout de suite ce titre, la question est, cela veut-il dire que vous avez pardonné à l'assassin de votre mère ? Oui, tout à fait. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, c'est vraiment le récit du cheminement de l'assassinat. Donc, on débute le livre, comme vous le dites, dans le vif du sujet, le soir de l'assassinat de ma maman, pour le terminer au pardon. Donc oui, j'ai bien pardonné son assassin. On verra comment on en reparlera Oui. Pendant cet entretien. C'est un livre qui s'ouvre avec une présentation assez particulière aussi, qui m'a surpris au tout début. Vous nous emmenez dans les coulisses d'un théâtre, finalement pas si imaginaire qu'on pourrait le croire, que vous appelez le grand théâtre de la vie. Oui. D'où vient cette idée de présenter finalement d'entrée de jeu comme ça, avant de nous présenter la triste intrigue, Oui. les personnages? Cette idée, elle m'est venue vraiment spontanément lors d'un échange, lors du premier retour de mon livre. Donc la personne qui l'a lu, une amie à moi qui s'appelle Karine et qui m'a dit oui, il faut que tu trouves un moyen de présenter les personnages qu'on situe. Voilà, c'était la première ébauche qu'elle a lue et quand elle m'a dit ça, tout de suite j'ai eu l'idée. Voilà, de faire entrer le lecteur dans un théâtre et qui s'apprête du coup à regarder une pièce de théâtre et cette pièce de théâtre c'est ma vie du coup. Quel théâtre sur ce théâtre sur de le la plateau. grande vie. Voilà, c'est ça. Et ce théâtre de la grande vie, vous nous y emmenez sur le long de 300-400 pages. Je n'ai pas exactement Il y a 326 pages. 326 pages. À partir de quel moment vous vous êtes dit je vais devoir écrire cette histoire? Je vais devoir écrire cette pièce de théâtre. D'accord. Alors l'idée est apparue 5 ans après l'assassinat, quand je cherchais des livres et sur ce que je vivais, sur mon ressenti, sur les épreuves que je traversais. J'avais besoin de savoir si c'était normal de vivre ce que je vis. J'avais besoin d'une référence et j'en ai pas trouvé à ce moment-là. J'ai trouvé beaucoup de livres sur le deuil, sur perdre une mère, donc je me suis beaucoup reconnue dans ces livres-là. Par contre, il manquait cette notion de l'assassinat, de la mort violente, voilà, par strangulation, comme l'a vécu ma mère. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça n'existe pas. Peut-être que ça va être à moi de le transmettre, de le partager. Donc l'idée est née à ce moment-là et après elle est restée en sommeil pendant 7-8 ans et après au moment où j'ai pardonné, là je me suis mis à écrire juste après. Ça a été le point de départ. Vous Oui, êtes ça a dit, été le point de départ. Après le pardon, là, je m'y suis mis. Alors, très rapidement, je le disais tout à l'heure, vous en venez au fait, et ensuite, vous nous emmenez finalement dans l'effroi, je ne sais pas si le terme est bien choisi, l'effroi de vos sentiments, votre colère, vos incompréhensions, vos questions. Vous vous livrez vraiment sans retenue. Oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée, c'est de transmettre ce que j'ai vécu en toute intimité, pour que surtout les personnes puissent se reconnaître dans ce qu'on vit, dans des moments difficiles, dans la souffrance. Voilà. Donc il y a pas de retenue. C'est vrai que c'est sans filtre.
Donc des fois ça peut être vulgaire aussi. Enfin vraiment, je délivre tout quoi. C'est un petit peu une mise à nu. Donc ça a demandé aussi du courage de délivrer ce livre, voilà, ce parcours. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose à l'autre et surtout aux personnes qui sont en difficulté, mais pas que. Aussi délivrer une leçon de vie, voilà, faire évoluer les gens. C'est un cahier intime. On peut dire que c'est quasiment un carnet, Alors, un cahier. Je dis oui. un cahier parce que carnet, il y a tellement de choses. Dans dedans, le livre, je retranscris, beaucoup. Il y a beaucoup de passages qui font partie de mon cahier intime, en effet. Donc c'est vrai qu'à la base, personne ne l'avait lu. Ce cahier intime. Enfin, ces cahiers intimes, parce que j'ai une dizaine de cahiers intimes pendant tout mon parcours. C'est vraiment le support. Je peux parler à personne parce que je crois que ce que je vis, ça fait peur à tout le monde et j'arrive pas à trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Donc je m'appuie sur l'écriture. Ça me délibère un peu, en tout cas. Vous y êtes allé seul dans cette écriture, c'est-à-dire vraiment seul du premier jet en tout cas, et après vous avez fait lire, ou est-ce qu'avant déjà vous vous êtes renseigné, vous vous êtes dit il faut quand même que je m'appuie sur quelqu'un? Non, le livre en lui-même, j'ai vraiment écrit toute seule. Ouais. J'ai commencé, il y avait rien au début. Voilà. J'ai commencé au commencement, donc première bribe quand j'apprends que quand mon père arrive chez moi pour m'annoncer l'assassinat, et puis après il y a eu une première ébauche, et ensuite je l'ai repris complètement. De A à Z, là j'ai tout remanié et rajouté beaucoup de choses. Au début, j'avais pas osé tout mettre. Voilà, faut dire ce qui est. Il y avait encore des freins à délivrer complètement tout ce que je délivre. Vous avez aussi pas mal, je vais pas dire d'illustrations, mais vous avez repris pas mal d'articles de l'époque. Oui. Vous avez remis, pourquoi? Alors, pour replonger le lecteur. Oui, pour replonger, et puis pour que ce soit ludique. Aussi, j'avais envie que le livre soit facile à lire et aéré, donc et puis c'est quelque chose que j'ai toujours qui a été important, conserver les articles de presse, donc j'ai pas tout remis, mais il y en a une partie en tout cas pour que le lecteur soit plongé dans l'histoire. Enfin, ça fait partie de mon histoire, donc en fait le lecteur me suit est à mes côtés et du coup il lit les articles en même temps que moi je les lis. À l'époque. Vous les découvriez. Oui. Vous aviez la force de découvrir ces articles? Ah oui, c'était surtout la volonté de tous les récupérer. Voilà. D'accord. D'en faire. Je pense que c'était une manière de maintenir un petit peu ma maman en vie à cette époque. Voilà, c'était la continuité. C'était tellement violent et brutal que ça permettait d'avoir encore quelque chose. Comme une partie d'elle qui était encore là à travers ces articles. Il y a un moment dans votre livre où vous questionnez le destin. Moi, j'étais très touché par ce passage. Je vais le lire. Oui. Vous écrivez, cherchant à faire venir quelqu'un chez lui ce soir-là, absolument, Christian Lopez a tout tenté, livraison de poissons, coiffeur à domicile, assistante sociale, en vain, jusqu'à ce qu'il pense à appeler une infirmière. Via les renseignements, ces derniers lui fournissent un numéro, celui de votre maman, Stibling Elisabeth, et vous écrivez bizarre. Son nom commence-t-il par une lettre du début de l'alphabet A, B ou C? Non, tout l'inverse. Face à cela, comment ne pas croire à la destinée? Croire à la simple coïncidence? Non, j'opte pour le destin. Notre vie est si fragile, suspendue à un fil d'argent. Tout peut basculer à chaque fraction de seconde. Une rencontre, un appel, un retard, une avance, un choix, un lieu, une décision, une vie. Réfléchissons bien, le hasard a-t-il une place sur Terre? Est-ce que vous pensez toujours ce que vous avez écrit là, vous avez toujours cette même certitude sur le destin? Oui, clairement, et encore plus maintenant. Je sais qu'il n'y a pas de hasard et c'est aussi ce qui m'a permis de cheminer. C'est d'avoir la conviction, la certitude que s'il doit nous arriver quelque chose, il nous l'arrivera, que la vie est déjà, entre guillemets, écrite. Voilà. C'est, quand on vit des drames comme je l'ai vécu, c'est difficile surtout, voilà, vous l'avez bien lu, dans ce contexte,
pourquoi elle et pourquoi elle, quoi. C'est vraiment le pur hasard, mais bon, le hasard n'existe pas, c'est tout un embriquement de circonstances qui font arriver Donc la vie est très fragile et c'est vrai que j'y crois toujours à ce destin qui est écrit à l'avance. Oui, quand on se dit la minute, la seconde, on a certainement tous vécu un moment dans notre vie, ne serait-ce qu'au volant d'un véhicule, on se dit heureusement que je suis arrivé 2 secondes après. C'est ça. Oui, exactement. Ah, oui, je pense qu'il y a beaucoup, on s'en rend pas compte, on n'est peut-être pas conscient, mais il y a plein de choses en permanence qu'on maîtrise pas vraiment, en fait. Et vous pensez que le destin, vous devez aussi vous amener au pardon? Oui, je pense que du coup, mon histoire est complètement reliée à ce que j'ai vécu. Et oui, en effet, il y avait Je pense que le destin est surtout de m'amener à transmettre à l'autre. Voilà. Tout ce qui, par rapport à ce vécu, en faire quelque chose, que ça soit utile. Oui, vous auriez pu vous effondrer, ne rien faire. C'est vrai aussi. Et vous avez eu le courage de remonter. De rebondir, oui. Oui, c'est vrai que ça fait, je pense aussi, j'ai la conviction qu'on vit les choses qu'on est capable de supporter. Donc, peu importe ce qu'on vit, chacun traverse des difficultés dans la vie, on est amené à souffrir et c'est cette souffrance qui nous fait évoluer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est souvent comme ça. C'est quand on souffre qu'on va chercher des solutions pour faire quelque chose pour soi. D'autant qu'on va pas délivrer tout ce qui vous arrive par la suite, mais ce n'est pas non plus très très gai. Oui, il y a pas que l'assassinat. Après, il y a des. En fait, c'est comme des répercussions en chaîne. Il y a les déclencheurs et après il y a beaucoup de conséquences. Ce terme ouragan est fort, mais c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est l'ouragan qui balaye tout sur son passage. Alors que vous aviez 20 ans. Oui, à l'époque j'avais 20 ans. Je démarre ma vie et voilà, il faut démarrer avec ça. C'est lourd bagage. C'est un lourd bagage, oui. Ouais. Mais qui vous emmène aussi justement à ce que vous êtes devenu aujourd'hui, puisque aujourd'hui vous avez une profession qui finalement, encore une fois peut-être le destin, vous emmène vers l'accompagnement justement du deuil. Oui. Vous êtes coach. Exactement. Alors c'est assez étonnant quand on regarde ce titre, coach et mentor en deuil. Oui. Ça peut surprendre. C'est pas courant encore. Ouais, ma volonté était d'apporter quelque chose qui n'existait pas. Enfin, ça commence un petit peu à exister, mais voilà. Donc, coach, comment dire? Je ne reçois pas que des personnes qui sont en deuil, je fais aussi d'autres problématiques avec l'hypnose, la programmation neurolinguistique, l'REMDR, tous les outils que j'ai à disposition. Mais ma spécialité, par rapport à mon vécu, voilà, c'est le deuil. Donc l'idée, c'est d'accompagner les personnes à mieux traverser et puis surtout à éviter qu'elles vivent ce que moi j'ai vécu. Donc c'est les aider, c'est surtout une recherche de... Comment j'allais dire, de soigner ses sentiments, peut-être Alors il y a vraiment soigner, ce n'est pas le terme, mais une idée de déjà échanger, que les personnes elles puissent se délivrer, se libérer par la parole. Mais il y a pas que ça. Après il y a vraiment un repérage, moi dans mon métier, d'aller vérifier que les personnes ne sont pas bloquées dans leur deuil. Voilà, il y a des éléments qui peuvent venir impacter l'avancée. Alors le deuil, ça peut prendre plus ou moins de temps à se faire, mais il y a cette idée de pas rester bloqué dans certaines étapes, et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Par exemple, quand on a des traumatismes, on peut rien y faire. On peut rien y faire soi-même. C'est ce à quoi j'ai été confrontée moi, donc maintenant que je le sais, et que je l'ai expérimenté et que j'ai trouvé les outils pour m'en sortir, que je peux mettre à profit pour les autres. Et le pardon, comment y arrive-t-on justement? Vous y êtes arrivé par vous-même? Vous avez eu une aide extérieure? Non, c'est vraiment votre
votre parcours qui vous a amené vers ce pardon. On va pas expliquer comment, on va laisser les auditeurs le découvrir. Du coup, comment dans le livre, il y a vraiment toutes les clés pour pardonner, tous les secrets du pardon. Après, j'y suis arrivée par moi-même. C'est vrai que j'ai pas eu d'aide extérieure pour ça. La seule chose que j'ai eu de l'extérieur, c'est qu'on m'a mis sur la voie du pardon, parce que je savais pas quoi faire à la base avec cet assassin, et j'ai posé la question à quelques personnes qui m'ont répondu la même chose. Donc là, ça m'a vraiment mis sur la piste. On le découvre dans le livre, comment j'y arrive, et la réponse, c'est pardonner. Donc c'est là que je me suis lancée. Mais quand vous entendez ça la première fois, vous vous dites c'est possible? Alors je me dis surtout, je sais pas ce que c'est pardonner en fait. Je comprends pas ce qu'on me dit. Je dis mais c'est quoi le pardon? J'ai pas de notion, parce qu'à l'époque j'ai pas la conscience que je en veux. Voilà, j'ai pas la rancœur et la haine sont pas remontées à la surface, donc je comprends pas pourquoi je dois pardonner. Donc oui, en effet, il y a tout un cheminement. À découvrir dans ce de livre. L'assassinat au pardon. Ouais. Vous aviez besoin de cette écriture. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Oui, exactement. C'est vraiment. J'en avais besoin. Je pense que ça fait partie aussi de mon cheminement, bien que l'écriture arrive après le pardon. Mais c'est vraiment refermer. L'idée, c'est de refermer la page, voilà, d'une partie de mon histoire, et qui maintenant peut rester derrière, tout en étant utile aux autres. Voilà, délivrer une expérience après avoir traversé autant de douleurs, de souffrances, et je suis la preuve vivante entre guillemets qu'il est possible de s'en sortir. Après, il y en a d'autres, il y a pas que moi, mais en tout cas. L'idée, c'est de délivrer un message d'espoir et de paix aussi, parce que je pense que quand on pardonne soi-même ou qu'on pardonne à l'autre, on peut être en paix dans sa vie, et c'est ce qui. Et je pense que dans notre contexte actuel, en plus, l'idée, c'est déjà d'avoir la paix à l'intérieur de soi pour pouvoir après la répandre autour de soi. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous l'avez déjà commencé. Je suis sûr que ce parcours est déjà bien en marche. Sarah Stiebling, on va vous rencontrer, si on le souhaite, ce samedi 5 mars, à 2 reprises. Tout d'abord du côté des Vences, à la librairie La Belle Oursette, où vous serez présente de 10h à 13h. On salue au passage Christelle et Sophie de la librairie La Belle Oursette. Et puis en après-midi, vous ferez également un saut à la FNAC entre 15h et 19h. Exactement. À Aubenas cette fois-ci. La Belle Oursette, c'est au Vence, je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Et la FNAC sur Aubenas. Ma dernière question va en venir à cette personne, Christian Lopez. Oui. Aujourd'hui, voilà 15 ans qu'il est derrière les barreaux. Il peut sortir à la fin de cette année 2022, je crois. Oui, exactement. Il avait pris à l'époque donc 24 ans, dont 16 ans de sûreté. Donc à la fin de l'année, ça fera 16 ans que ma mère a été assassinée. Donc il aura la possibilité de sortir selon les décisions de justice, donc à la fin de l'année. Vous pensez que la peine la peine est suffisante ou pas, c'est ça la question. Est-ce que Alors au début, je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas la notion de la perpétuité. Je comprenais pas pourquoi on utilisait la perpétuité, c'est 30 ans. Enfin pour moi la perpétuité, ça devrait être, on ressort jamais. Donc tout ça, ça a été un long cheminement aussi que j'explique dans le livre. Et bon maintenant. Mon idée, c'est vraiment, je pense que c'est suffisant dans la mesure où s'il ressort et qu'il va pas refaire de mal à quelqu'un. C'est vraiment ma crainte, c'est que quelqu'un d'autre vive ce que ma famille a vécu et moi-même ont vécu. Après, voilà, c'est vrai que avant le pardon, la peine, au début, je me dis mais ma mère, elle ressortira jamais de sa tombe et lui va ressortir de prison. C'est injuste. Il y a beaucoup de difficultés face à la peine et face à la prise en considération des victimes aussi, parce qu'on est vraiment délaissé, on s'occupe pas trop de nous. Et puis bon, maintenant, je suis en accord avec cette peine.
et même j'en suis arrivée à me dire que quand même il faut du courage pour passer 16 ans derrière les barreaux. C'est voilà, pour avoir expérimenté le confinement pendant 2 mois, rester enfermé, ça demande de la force aussi, je pense. Après, oui, moi ma volonté c'est vraiment qu'on le laisse ressortir s'il présente pas de danger. Mais là après c'est plus de mon ressort. En effet. Ça sera vraiment au niveau des experts, de la justice, voilà. De l'assassinat au pardon, Sarah Stibling, merci. Merci Laurent. De ces écrits, de vous être livré peut-être pour d'autres ou même pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que l'actualité nous avait parlé de cette affaire, on parle comme ça dans le monde télévisuel ou autre, de la presse, on parlait de l'affaire Stibling, et puis petit à petit les choses s'effacent, et c'est vrai que ce livre c'est aussi la mémoire. Oui, aussi. Merci à vous. Donc on peut vous retrouver, on rappelle, samedi 10h 13h du côté des Vences, la librairie La Belle Oursette, et à la Fnac le samedi après-midi de 15h à 19h. L'onde curieuse se referme